Vous écoutez France Culture. Une vie, une œuvre, merci de nous retrouver. Aujourd'hui en écho au festival Mauvais Genre qui a lieu ce week-end à la fois sur France Culture et à la Criée de Marseille, nous vous parlons du comédien Louis de Funès, 1914-1983. Louis de Funès a beau avoir du sang espagnol, il est devenu un emblème de la France. Ce parangon du râleur, du nerveux, de mauvaise humeur, incarné plus tard par Jean-Pierre Bacry dans Un air de famille ou Le goût des autres, a été l'un des acteurs français les plus connus à l'étranger, où l'on aimait rire de ces travers qu'on prête si souvent aux habitants de l'Hexagone. Oui, Louis de Funès est l'inconscient de notre pays, de sa lutte des classes, de ses divisions, mais aussi de son unité, puisqu'on aurait du mal à trouver l'un de nos compatriotes qui ne se soit retrouvé, à un moment ou à un autre, à regarder l'un de ses films. Il est notre grand-père à tous, on l'aime, autant qu'il nous agace. De Funès est donc un fait de société à lui tout seul, mais il est également beaucoup plus que cela, à commencer par un grand acteur, comme nous allons tenter de vous le montrer dans cette émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Pascal Rayet. Non, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, ouais, plus voilà. Hein? Mais mes vacances sont foutues. Je partais pour l'Italie. Bah, écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. Mais je ne suis pas pressé, moi. Et alors, moi, je suis pressé, voilà. Alors, voilà, c'est là. Est-ce qu'il faut parler de ce corneau? Non. Je ne vois pas une C'est seconde. très bien, j'ai entendu dire c'est très bien. Non? Ah, vous voulez le... Attendez, pourquoi ne pas en parler Pas bien? juste. Mais non, faut en parler. On va en parler. Ah, Bon, on dit dans la salle pourquoi ne pas en parler. Bien, Le Corneau, c'est le film de Gérard Houry avec Bourvil et Louis de Funès. Quand on allait voir de Funès, surtout quand on était comme moi en prépa dans les années 68, surtout on ne le disait à personne. Ça, c'était le seul risque, c'était retrouver un camarade qui faisait la même chose que vous. Un très petit acteur, Monsieur de Funès, il fait beaucoup de singeries. Un grand acteur, à mon avis, Monsieur Bourvil, n'y fait rien. Vraiment, alors c'est la nullité pour moi, ça n'existe pas. Merci Michel Cournot, Jean-Louis Bory. Il y avait une espèce d'interdit familial, je crois. Ma mère m'a juré que c'est ma mémoire qui faisait défaut et que je me trompais lourdement, mais je crois qu'il y a eu cet effet de c'est pas la peine de regarder ça, nous on l'a déjà vu, nous parents. Du coup j'ai l'impression par exemple que La Grande Vadrouille, je l'ai découvert extraordinairement tard, parce que chaque fois qu'on commençait à le regarder, il y avait un moment où l'un des deux parents laissait entendre que ça allait bien, quoi, que c'était quand même la 172e rediffusion et que peut-être on pouvait passer à autre chose. D'un côté, vous avez Louis de Funès, qui fait son numéro d'écureuil cousitique. L'autre côté, vous avez Bourvil, qui fait son numéro de Normand de Meuret. Bon. Le scénario est imbécile et débile. Les talents de metteur en scène de M. Gérard Houry, pour moi, restent perdus dans un mystère profond. Bon. Sa nullité de dialogue, il saute à l'oreille. Bon. Direction d'acteur, on n'en parle pas, étant donné qu'il a lancé Louis de Funès sur un rail, Bourvil sur un autre rail, de temps en temps ça se rend compte, je vous dis que le résultat était absolument extraordinaire. C'est un film qui m'a mis dans un tel état de fureur que si j'avais rencontré quelqu'un à la porte, et particulièrement le metteur en scène, je crois que je serais en ce moment en prison. Merci Jean-Louis Bory. Louis de Funès, que pensez-vous de la critique qui vous est souvent faite? Vous faites de l'humour facile, du rire commercial. Oh, commercial. Est-ce que vous y croyez? Le rire commercial, ça veut dire que ça fait venir du monde, Oui, déjà. oui. Bon. Chaplin, c'est très commercial, il doit venir beaucoup de monde aussi. Oui. Et vous croyez au rire intellectuel? Ah, ça, c'est redoutable. Redoutable. Oh, alors là, ça, je ne peux pas... Non, mais je sais. Je vais des fois dans des petites séances, des petits films, comme ça, j'entends... Ça va pas personne rire. Ça, vous savez. J'aime mieux le rire qui... Non, ça, c'est mon personnage, mon métier. J'aime bien le rire qui part du ventre, qui vous surprend. Quand on s'y attend pas, paf, ça vous êtes obligé de partir. Alain Rioux, critique. Ce qui fait le succès de Funès, c'est quelque chose, ça j'en suis absolument convaincu, je l'ai beaucoup regardé, c'est ce qui... Vous savez, le cinéma est l'art du peuple, on ne le dira jamais assez, et les gens qui tentent d'enlever tout à fait, de d'élitiser le cinéma, prennent une mauvaise route. Parce que, bon, on peut faire tous les cinémas, mais quand le cinéma a été créé, c'était l'art des domestiques, parce que ça coûtait 5 sous. Et pendant que les maîtres allaient au théâtre voir des auteurs oubliés pour 50 francs, eux allaient au cinéma qui ne coûtait rien,
et le peuple était très maltraité. Il l'est encore dans beaucoup de pays. Donc, la consolation des gens, c'était de voir le dimanche leur patron, les gens qui les opprimaient, leurs oppresseurs, se faire ridiculiser au cinéma. Qu'est-ce que ça dit de l'être humain qu'on rit avec De Funès à gorge déployée? Ça dit la même chose que le théâtre de Molière, ça dit la même chose que la Commedia dell'arte. Il est vraiment dans cette double filiation-là. Enfin, il entre en cours Simon avec un extrait des Fourberies de Scapin, il s'inscrit dans la continuité de Pantalone. Enfin, ces choses-là sont connues, elles sont justes. Enfin, Stéphane Goudet, critique. Ça dit que la puissance et la domination, y compris économique, pour que ça résonne un peu avec certains enjeux contemporains, ne représente pas l'ensemble de l'être humain et que par-delà cette domination, évidemment, le vrai pouvoir consiste dans des valeurs plus profondes, plus partagées, plus humaines, et dans lesquelles des masses de spectateurs peuvent se reconnaître absolument. Enfin, voilà. C'est en cela que le cinéma de Funès nous venge du réel. Avril 1965. Ce qui m'attriste, moi, beaucoup, c'est que tous ces films-là, vous en parlez au masque avec la désinvolture que nous venons de voir, et un film comme Le Gendarme de Saint-Tropez, je crois que nous n'avons même jamais parlé au masque, ça bat tous les records de recettes, ce genre de film. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Hélas, parce qu'on sait que malheureusement, ce genre de film, on revient au Cornio, et c'est valable pour Le Majordome, c'est valable pour beaucoup d'autres, c'est du gros film, fait avec de grosses vedettes. Avec de gros metteurs en scène qui font de la grosse mise en scène. Ça plaît au gros public. De Funès ne fait pas beaucoup rire les classes supérieures. Et ça le faisait. C'est pas que c'est les classes supérieures je pense pas que ça le dérangeait beaucoup de ne pas faire rire les préfets, mais simplement il se trouvait face à des journalistes perpétuellement ou à des gens qui ne comprenaient pas ce que c'est qu'un saltimbanque. Il atteint des chiffres de fréquentation absolument démentiels. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a enlevé les 17 millions de spectateurs de La Grande Vadrouille, il lui arrive de faire 10 millions de spectateurs dans l'année avec des Oscars, des gendarmes, des films entre guillemets mineurs. Moi, je pense que Pierre Richard a été un grand comique dans un genre presque plus difficile parce que justement son public, sa cible n'était pas tellement le grand public, mais il a un comique quand même beaucoup plus raffiné, un comique qui s'apparente, c'est un comique qui est pour les avocats, où on voit très bien que ses cibles sont des gens un petit peu excentriques et qui appartiennent à là. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que Pierre Richard lui-même est un aristocrate. Enfin, c'est intime à ne pas. Et je pense que Funès a conservé quelque chose d'aristocratique dans sa façon d'être, même dans ses colères, même dans ses trucs, il n'est pas comme tout le monde. Bertrand Dical, l'histoire de la famille de Funès, des parents de Louis de Funès, c'est d'abord l'histoire d'un déclassement. Les de Funès sont des gens qui ont un peu raté leur vie. Et ça va marquer profondément la psyché et même la carrière de Louis de Funès. Sa mère appartient à une très grande famille. Son père est un petit avocat, un avocat qui manifestement n'a pas énormément de talent, sinon celui de séduire les jeunes filles. Il a une absence totale de pied sur terre. C'est un véritable aristocrate. C'est un avocat qui s'appelle de Galafra et qui est un aristocrate espagnol qui se retrouve en France avec sa femme, son fils et d'autres filles, Qu'il a enlevé, en fait. Oui. Alors déjà, un premier geste d'Hidalgo, il va enlever sa bien-aimée, c'est magnifique. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, c'est peut-être la cause de cette fuite. Ça, on ne peut plus romanesque, mais c'est très beau. Le père de Louis de Funès se fait courtier en pierres précieuses. Donc, il se fait avancer l'argent d'un magnifique lot d'émeraudes pour les proposer comme ça à de riches clients. Un jour, un client arrive, lui dit, écoutez, passez-les-moi, je vais les montrer à ma femme. Et naïvement, il lui passe le paquet d'émeraudes. Et évidemment, il ne revoit jamais le client. Il est ruiné, mais totalement ruiné. Parce qu'il a pour une fortune d'émeraudes. Donc, il rate sa vie. Et il rate tellement sa vie qu'un jour, on retrouve une lettre avec son veston, son chapeau et ses chaussures posées au bord d'un quai
Donc on en conclut qu'il s'est suicidé. Mais non, il ne s'est pas suicidé. Il est parti tenter sa chance au Venezuela. Au Venezuela, il n'a pas fait fortune, il a attrapé la tuberculose. Et sa femme est allée le chercher au Venezuela, l'a ramené malade, agonisant. Enfin, il y a quelque chose d'à la fois pathétique, grandiose, minable, affreux, et en même temps totalement hors de normes dans l'histoire des De Funès. C'est la théâtralité absolue de Madame de Funès-Mère qu'on ne peut imaginer sur les marchés en train de protester. La façon de Funès l'a décrite, c'est un pendant féminin d'Anna Magnani, et un pendant espagnol d'Anna Magnani, et donc elle lui a enseigné cette espèce de théâtralité sans humour, parce qu'elle n'avait pas d'humour. C'est ça qui est formidable. C'était là une dame très très premier degré. C'est une diva un petit peu. Oui, une espèce de diva domestique très très premier degré, et qui théâtralisait absolument tout. Fais voir tes ongles, il sort. C'était ça. Et alors, ça a donné à De Funès cette espèce d'idée que la fureur est normale, enfin que la fureur méditerranéenne, théâtralisée, donc, est une chose normale. Souriez, bon sang! Souriez! C'est pas mal. Allez-y, vous, vite! C'est pas mal. Allez-y. Non, bon sang! Revenez ici! Je vous ai dit 100 fois de vous tenir, vous tenez comme ça. Autrement, comme ça, naturel, normal. Là. Assez! La ferme! La ferme! Là! Le personnage de la mère de De Funès, c'est un personnage de théâtre. C'est une femme qui pousse des grands cris, qui dit qu'on l'assassine, que ses enfants veulent sa mort, et du coin de l'œil, elle regarde bien si tout le monde l'observe, si tout le monde... voilà, elle a un regard d'acteur sur son public quand elle est en train d'enguirlander ses enfants. Et De Funès dira, ses colères, c'est sa mère. C'est-à-dire que, par exemple, le fait d'être un peu mielleux, de s'approcher de sa victime en lui disant « Mais est-ce que par hasard, vous vous foutriez pas un peu de moi ?» et soudain lui mettre un énorme coup de pied dans les fesses, c'est sa mère. Et sa mère est aussi quelqu'un de totalement incapable dans un certain nombre de choses. C'est une grande bourgeoise, elle n'a jamais été élevée pour travailler. Sa mère n'a pas d'argent, ils n'ont pas de moyens de subsistance, elle va pas travailler en usine. Non, elle invente quelque chose d'extraordinaire, elle achète à crédit des manteaux de fourrure qu'elle revend à d'autres dames et uniquement sur le bagou, elle leur revend des manteaux de fourrure en leur disant « Écoutez, ça me rendrait service si vous pouviez, etc. etc. » Donc, toute la matrice de l'art de Louis de Funès, mais aussi toute la matrice d'une partie de sa vie d'homme, c'est-à-dire de trouver un métier, s'employer, se trouver une place dans la société, est modelée par cette femme. Et toute la carrière de Louis de Funès dans le système scolaire, puis dans l'apprentissage, etc., c'est aussi quelque chose qui est celle d'un grand bourgeois déclassé. Ça vous plaît, j'espère. Tous vos airs sont d'une gaieté extraordinaire. Bon, il allait au cinéma comme tout le monde, et il a certainement vu les films français populaires de l'époque qui étaient, d'ailleurs, qui ressemblaient à ceux qu'il a fait ensuite et qui n'étaient pas mauvais du tout. Par exemple, La Tentation de Barbizon, il a été dedans, mais enfin, il aurait pu simplement aller le voir. C'est très fin, La Tentation de Barbizon, c'est le paradis dans une boîte de nuit. Alain Rioux. Donc, le cinéma, mais c'est pas ça qui l'a marqué. C'est vraiment le cabaret, le théâtre, c'est sa mère. Et puis, il a appris à jouer du piano. Et comme il avait envie de faire du spectacle, et que le spectacle était... 90% du spectacle était vivant à l'époque. Il y avait les cabarets, il y avait les chansonniers, il y avait évidemment le théâtre et tout cela, le music-hall, et il est devenu accompagnateur dans des cases, ce qui est, à mon avis, une formation idéale. Darry Cole a eu la même, et Jean-Yann, d'une certaine manière, l'a eu aussi un petit peu. C'est-à-dire que le piano, c'est le rythme. Il faut du rythme. Ce qu'on demande dans les boîtes de nuit, c'est vraiment à scander une scansion rapide, précise des numéros. Et ensuite,
c'est l'improvisation, parce que les incidents sont constants. Le gars qui arrive en retard, qui tombe, qui est sous, enfin toutes ces choses-là, il faut absolument... Quand vous aviez à l'époque des types qui venaient faire un numéro qui était bourré, et De Funès, avec son piano, créait une chorégraphie des incertitudes corporelles de ce personnage. C'est formidable. Et et il a été remarqué très vite parce que ça existe. Les gens qui sont faits pour être drôles, ça existe. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4. J'ai fait 1 an de piano au collège de Coulommiers dans le temps, et c'est tout. Mais j'avais de l'oreille et je jouais, et je me débrouillais pas mal. Je suis arrivé à connaître au moins 200-300 morceaux. Oui. Et je jouais dans des boîtes la nuit. Mais je jouais seul parce que je ne pouvais pas jouer avec un orchestre, je ne savais pas déchiffrer. Ah oui, alors je jouais seul dans des restaurants, oui, dans des bars. Oui. Et j'aurais bien voulu faire un film là-dessus, où j'aurais été le patron du bar, oui, pas le pianiste. Oui. Et faire travailler le pianiste. Faire travailler le pianiste. Il y a des choses terribles. Ça a été très dur pour vous? Très dur. Parce que les gens n'écoutent pas dans les boîtes ou... Si, il y en a beaucoup qui écoutent. Et je jouais beaucoup pour des gens, des initiés, des gens que je connais. Et puis j'arrivais quand même, à une certaine façon, si quelqu'un commence à s'engueuler, parce que dans les bars, il se passe des choses bizarres. Oui, hein. Oui. Il y a toujours, on n'est pas loin de la bagarre. Oui. Il y en a un. Oui, ben ça va, boucle-la. Oui, ben ça suffit. Il y en a marre. Et moi, j'ai essayé d'appuyer de certaines formes de dire ça va, hein, oui, bah, ferme ta gueule, oui, oh, ça y en a, paf, il se foutait sur la gueule, et après, je réduisais, et tout, oui, bah, ça suffit, bon, maintenant on a terminé, et je pouvais le faire reprendre, et je foutais des peignets, c'est plus fort, c'est à ma volonté. Il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre du comique chez De Funès, mais il y a toujours eu ça. C'est-à-dire que quand il est au collège, on le punit. Quand il est apprenti, on le fout dehors parce qu'il monte des chaluts, parce qu'il plaisante, parce qu'il se moque du surveillant, parce qu'il se moque du proviseur, parce qu'il se moque du patron, parce qu'il fait les imitations, parce qu'il délire pour faire rire ses copains. Et au piano, il continue. Il ne sait pas encore qu'il va devenir acteur. Il y pense vaguement, il en a vaguement l'intention, il ne sait pas très bien comment faire, mais en tout cas, il y a déjà, dans le De Funès pianiste, disent les témoins, un peu déjà les premiers signes du De Funès comique. Alors, il va essayer un moment, il va aller au cours Simon, à la toute fin de la guerre, et dans les cours de théâtre, il se révèle qu'il est très mauvais. Là, il découvre 2 choses. Il découvre d'abord que c'est trop tard. Lui, il a une 30aine d'années. Tous les autres, ils ont 18, 20 ans. Il découvre qu'il y a une injustice dans les cours de théâtre, parce que les cours de théâtre, c'est passer des années à travailler toute la journée, à courir, on ne dit pas les castings à l'époque, mais à courir les auditions. Donc, il comprend bien que socialement, il ne peut pas se lancer dans la carrière. Et il découvre aussi quelque chose qui est le trac, qui est que quand il arrive sur scène, quand il doit jouer sa scène, il est les mains soudées le long du corps, les bras immobiles, il est tétanisé par le trac, par la timidité. Et il se dit que, décidément non, il ne sera pas ça. Et bizarrement, De Funès va arriver au travail d'acteur, non pas par le théâtre, contrairement à la plupart des acteurs de sa génération, mais par le cinéma. De Funès, même à 25 ans, même lors de ses débuts au cinéma, n'a certainement pas imaginé qu'un jour il serait la star qu'il est devenu. Il avait tout a priori contre lui, et dont un physique qui était vraiment pas celui qui faisait les très très bons second rôles. Mais ce qui les intéressait, c'était, ils voulaient, et il fallait vivre, c'était de gagner leur croûte d'une façon quand même assez agréable, et dans un métier qui les enchantait, et en jouant des choses. C'est bien d'être payé pour jouer dans tous les sens du terme. Et donc, on a une idée un petit peu de ce qu'était De Funès au cabaret, parce qu'il était dans la célèbre troupe des Branquignoles. Et assez longtemps après, donc ça date de 1940, juste de l'après-guerre, et
le patron des Branquignoles, Robert Derry, a eu un petit peu d'argent dans les années 50, au début des années 50, et a mis en film ses œuvres, ses opérettes, ses comédies musicales, enfin ses spectacles. Et là-dedans, De Funès joue le rôle d'un policier, déjà, mais qui vient enquêter sur la moralité, en gros, qui vient enquêter sur la moralité du spectacle. Il est absolument irrésistible. Il a un génie singulier. Ce génie singulier, c'est peut-être d'avoir transformé une éthique, une pratique, un métier, un savoir-faire Bertrand Dical, de second rôle, biographe, en une pratique de premier rôle. C'est-à-dire qu'il veut occuper tellement l'écran que ce qu'il fait comme second rôle, avec des petits clins d'œil, avec des petits gestes, avec des petites mimiques, va finir par occuper tout l'écran. Et ça devient le Gendarme de Saint-Tropez, ça devient Fantomas, ça devient le Cornio, ça devient la Grande Vadrouille, ça devient ces films-là. Parce que ce personnage, on le trouve dans La vie d'un honnête homme de Sacha Guitry, derrière Michel Simon. Il est en train de servir la soupe, au sens propre. Hein. Il joue le rôle du valet de chambre, il sert la soupe. Michel Simon est au premier plan, De Funès passe avec la soupière, puis il s'arrête, puis il fait une grimace, puis il fait demi-tour, il repasse avec la soupière. Jamais un second rôle ne ferait ça. Et surtout, un autre second rôle se ferait prendre par la peau des fesses par Sacha Guitry et foutre dehors. Non, De Funès, ça marche. Le type, il est à l'arrière du plan, il est à l'arrière de l'image. C'est un second rôle. Eh bien, il fait rire. À ce moment-là, on est en train de discourir sur la grandeur de la bourgeoisie. Et lui, il fait le valet de chambre au fond. Et au sens propre, il fait le clown, il fait l'idiot. Si par malheur, il perd sa place, si on le remplace, je serai pas inquiet. Il pourra, grâce à ses godasses, devenir sire de parquet. Quand je me balade dans mes godasses, quand il se balade dans ses godasses, dans mes godasses, le monde est à moi. Dans ses godasses, le monde est à lui. Faut dire qu'un pas dans mes godasses, faut dire qu'un pas dans ses godasses, pour un douanier, ça en fait 3. Ça en fait 3. Le comédien Valère Novarina. Je me suis souvenu il n'y a pas très longtemps que je l'avais vu tout petit. C'était là mon père. On était savoyards, on habitait loin de Paris. Mon père m'avait amené à Paris quand j'avais, je sais pas, 7, 8, 9 ans, je ne sais pas exactement. Il m'a amené, je crois, au théâtre La Bruyère, voir les Branquignoles ou quelque chose comme ça. Et j'étais tout petit et j'étais complètement plié en deux de rire pendant toute la présentation. Mon père en était gêné. Et après, j'ai retrouvé Louis de Funès. À Thonon, on l'a beaucoup vu dans les films. On l'a vu aussi apparaître, jouer dans des tout petits rôles dans les films. Un croque-mort, je me souviens, je ne sais plus dans quel c'est. Puis des rôles de plus en plus importants. Et puis je l'ai vu en vrai dans Oscar et j'étais vraiment frappé, disons, par, ça peut sembler paradoxal, par l'économie de son jeu. C'est-à-dire les périodes de paroxysme, les périodes où il est une espèce de suracteur, une surmarionnette tout à fait extraordinaire, venaient à des moments très précis. Et le reste du temps, on attendait ces moments, il y avait des ralentissements, et tout d'un coup l'excès, et il y avait aussi l'économie pendant tout un acte ou plusieurs scènes. Et cette science de l'effort, de la floraison d'un feu d'artifice corporel, et puis du presque rien pendant longtemps, le contact comme ça corporel qu'on peut avoir avec un acteur a été décisif dans la sensation que j'ai eue qu'il y avait quelque chose au théâtre de l'ordre du sacrifice. Il prend le temps de sa crise de nerfs. C'est jamais l'emballement, l'emportement, c'est jamais un emballement. Et très souvent, on voit De Funès dans l'emballement, alors que c'est pas ça, parce qu'on attend l'excitation finale. Non, De Funès, c'est toute une durée. Lorsque vous travaillez vraiment, que vous débutez au plus bas de l'échelle, vous avez un apprentissage absolument formidable parce que vous faites rire des publics qui ne sont pas venus pour ça. C'est très frappant avec Chaplin. Dans le musical anglais, il y a eu des films sur Chaplin, il y a les mémoires de Chaplin, et on voit qu'il jouait devant une salle, un auditoire qui n'était pas venu pour ça, ou qui était venu pour le chambrer. Et les gens saucissonnaient, buvaient, draguaient les filles, on n'avait rien à foutre. Ça, c'était comme au XVIIe siècle. Et Chaplin avait appris, il les domptait. Et Funès les domptait aussi. Ce qu'on observe quand même
depuis les grands comiques, je ne parle pas que des burlesques américains, et puis nous on a Max Linder au départ, hein, qui est une espèce de Chaplin avant la lettre. Olivier Mongin de la revue Esprit. Le comique, il arrive toujours un peu de la scène. Et le comique, il forme énormément les comédiens. D'ailleurs, ça manque aujourd'hui. Le comique, d'ailleurs, ça vaut pour Poire et Serrault, et je pourrais citer 10 autres noms. C'est des gens qui sont formés par le cirque, par le musical et par le théâtre. C'est des gens de corps, c'est des gens de scène. Et aujourd'hui, on voit très très bien. Les bons comiques aujourd'hui, c'est des gens venus de la scène. Le problème, c'est qu'à un moment, ils vont se faire manger par le cinéma ou la télévision qui les formate. Je pense à Félag, à Gad Elmaleh, etc. Il y a peut-être intérêt à comprendre qui est De Funès et quel est le public de Funès, en sachant que lui, ça a toujours été un homme de théâtre. Parce que ce qu'il a joué toute sa vie, c'est Oscar. Et Oscar, il était l'homme de la scène. Je voudrais vous parler de ma fille. Ça ne va pas? Si, ça va très bien. Elle voudrait se marier. Avec qui? Avec vous. Pendant des années, il va jouer avec une espèce de grimace permanente, une espèce de prognatisme du visage qui aujourd'hui est un peu saugrenu, mais qui a fait beaucoup pour sa notoriété dans les années 50. Une espèce de grimace chafouine constante, comme s'il avait une espèce de rictus permanent. Ça va disparaître, mais il va l'utiliser dans beaucoup de films. Mais ce qui est la caractéristique de Louis de Funès, dès le début, mais vraiment dès les premiers films, dès les premières apparitions au cinéma, c'est que De Funès est un comique toujours à plusieurs niveaux en même temps. De Funès, c'est un corps phénoménal. Et ce qui est étonnant, c'est que on n'a pas trace de cours de danse, on n'a pas trace de cours de gymnastique, on n'a pas trace d'un De Funès sportif, il ne l'était pas d'ailleurs, mais De Funès a un corps entier qui est comique. Il bouge, il tombe, il se relève, il trébuche, il bégaye avec les jambes, il plie les genoux, il les remonte, il ploie le dos, il envoie les épaules en arrière, puis en avant, il bouge les bras. Il n'a jamais le corps en repos, il n'a jamais le corps immobile dans son comique, et ça dès le départ. Dès la première apparition, La Tentation de Barbizon, il y a ça. Mais il y a aussi les grimaces. Et De Funès est un grand grimacier. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire que De Funès, c'est les grimaces de Darry Cole plus le corps de Pierre Richard. C'est les deux en même temps. C'est quelqu'un qui est à la fois Charlie Chaplin, Stan Laurel et Oliver Hardy. Il joue sur toute la gamme de ses comiques et dès le départ. Il y a une conviction chez la plupart des grands auteurs burlesques, acteurs et réalisateurs. Stéphane Goudet, universitaire. Que fondamentalement la parole ment et qu'elle trompe et que du coup la vérité du monde est dite par l'expression corporelle, est dite par le corps lui-même. Et Louis de Funès pense ça également. Et oui, moi je crois que dans le cinéma de Louis de Funès, il y a une impossibilité à contenir une émotion, un sentiment, une pensée, qui du coup va trouver à s'échapper aussi bien dans des bruits qui ne sont pas verbalisés, que dans des gestes, dans des expressions corporelles, dans des inventions pures, et qui tout à coup racontent un autre rapport au monde. Et une détestation du mensonge aussi, parce que Louis de Funès, dont on sait la biographie difficile, a sans doute eu à se confronter à un monde qui lui a menti d'une certaine manière. Est-ce que vous ne voyez pas là quelque chose aussi dans son attrait pour la mimique plutôt que pour la parole ? Oui, c'est possible que... Alors moi, je connais peut-être pas suffisamment la biographie pour pouvoir développer et psychanalyser Louis de Funès là maintenant, assis au comptoir, mais... Donc il est tout à fait possible que cette défiance vis-à-vis du langage soit née d'une incapacité de verbaliser au sein de la famille. Voilà, même vu de loin, la question de la présence du père, des choses comme ça, sont des choses assez mystérieuses et difficilement compréhensibles. Donc on imagine que là, la question de est-ce qu'on arrive à se parler entre nous, à échanger, à comprendre l'autre par le biais du langage, peuvent être des éléments qui expliquent cette mise en crise relative du verbe et du coup le recours à d'autres moyens d'expression comme celle du geste, quoi. Ce qui fait qu'il est irrésistible, je crois que c'est une utilisation absolument de toutes les parties de son corps, en particulier de ses paupières et de ses zygomatiques. Il a vraiment, la radio ne se prête pas très bien à ça, mais c'est un grimaçon. Et vous savez que la grimace, alors il faudrait faire tout un truc sur l'art de la grimace, mais je dis à nos auditeurs que s'ils ont des enfants, et les enfants pleurent, passent assez facilement du rire aux larmes. Mais les enfants pleurent, il ne faut pas essayer de les raisonner, de leur dire « mais non, le monde est beau », etc. Il faut faire « Et alors là, oh, je suis malheureux !»
Et c'est ça, de Funès s'adresse vraiment terriblement à l'enfant qui est en nous. Et je crois que c'est un des plus beaux éléments qui demeure, qui reste perpétuellement chez les humains de qualité, c'est l'esprit d'enfance. Les humains de qualité sont évidemment, premièrement, ceux qui nous écoutent, deuxièmement, tous les autres. Comment est morte votre femme? C'était horrible, c'était horrible. Elle était là, comme ça, elle mangeait quelque chose. Et puis elle s'est précipitée, elle conflit, toute rouge. Paf! Il a éclaté. Épouvantable. Épouvantable. Paf! Il a éclaté. Il y en avait partout. Horrible. Ça n'a pas souffert. Du tout, du tout. Les clowns ont toujours envie d'être autre chose que des clowns. Et souvent, ils le sont magnifiquement, comme Rémul l'a été, comme Coluche l'a été, mais à condition d'avoir vraiment de beaux films, on peut leur proposer de belles pièces ou de beaux films. Et De Funès a vraiment terriblement été coincé. Ça, c'est le grand défaut de De Funès. Il a eu peur de perdre son public, il a été coincé. Et lorsqu'il a manifesté des ambitions, c'est Son Avare qui n'est pas un bon film parce qu'il n'a pas du tout la profondeur de Molière, il n'a pas la profondeur de la pièce et il n'a jamais, moi je crois que des gens ont écrit pour lui des rôles dramatiques, il n'a jamais voulu les jouer de crainte de perdre son public alors que Rému et Bourvil, son ami Bourvil, ont excellé là-dedans. Et comme c'est tellement dur d'être un bon acteur comique, que les bons acteurs comiques, on est toujours ébloui, on dit « Oh, qu'est-ce qu'il est bon là-dedans !» Mais c'est tout simplement parce que les acteurs comiques sont meilleurs que les autres. Oh! Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, mais c'est plus lourd que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout! Janvier, 2000 francs! Rien du tout! Je lui casse la gueule! Janvier, je veux 2000 francs, janvier, 45 rue Polimo! Oui, oui, on le sait! Plus un franc, plus un sou! Mais laissez-moi le descendre! Janvier! Janvier! Il y a le film de Lara qui s'appelle La Traversée de Paris, qui est quand même quelque chose d'étonnant, dans lequel Funès est pratiquement moins... Il est drôle, mais il est presque moins drôle que Gabin, qui braille Jamblier, 28 rue Poliveau. Et j'aime beaucoup De Funès dans les rôles comiques, mais qui ne sont pas tirés vers le burlesque, qui sont pas... Après ça, on a écrit vraiment sur mesure des films qui étaient destinés à être drôles pour lui. Et franchement, La Grande Vadrouille, qui est considérée comme son absolu chef-d'œuvre, sur le plan du comique, c'est quand même un petit peu rater. Enfin, le grand moment, c'est un ronflement. Il doit dormir dans un lit avec un monsieur et il ronfle. Ou le monsieur ronfle, je sais pas quoi. C'est difficile d'en rire quand on a aimé, je ne sais pas moi, La Traversée de Paris. Mais La Traversée de Paris, Alain Rioux, c'est pas du tout un film comique. Non. Pas du tout. Il est le moment. Il est quand même assez drôle. Il fait un personnage cynique, mais vrai. Si vous voulez, tout ça, c'est une question de vérité. À la limite, son délicieux braconnier de Ni vu ni connu, on peut y croire. Les braconniers de la campagne, on peut l'admettre totalement. À l'extrême rigueur, on peut admettre son gendarme, et encore, je ne crois pas, il y a une hiérarchie, il y a un ministère, je ne crois pas qu'il resterait longtemps gendarme, mais on peut absolument croire à La Traversée de Paris, à Jambier, dans ce film, et on ne peut pas croire une seconde au chef d'orchestre de la Grande Vadrouille. Il n'y a rien, il n'y a pas d'élément humain. On peut un petit peu plus croire à ce film délicieux qui s'appelle La Folie des Grandeurs, parce que c'est d'après Ruy Blas, c'est qu'il en reste quand même toujours quelque chose, des grands auteurs derrière. Mais le comique auquel on ne croit pas est un comique qui divertit, bon, ça peut être extrêmement... Mais ça ne reste pas. Est-ce que c'est pas un défaut alors de Funès précisément? Bien sûr. Non, restez comme ça.
Non, ne bougez pas. Attendez. Et Sur un arbre perché, c'est un film extrêmement curieux, Louis de Funès, Qu'est-ce que vous voyez? qui part en fait d'une histoire extrêmement dramatique, qui devait être tournée par Yves Montand et Annie Girardot sur un système extrêmement dramatique, qui est l'histoire d'un type qui est en voiture. Alors à l'origine c'était avec sa femme, puis finalement ça ne sera pas sa femme, mais ce sera un autostoppeur et une autostoppeuse. Il est au bord de la Méditerranée, la voiture dérape et tombe dans le vide. Sauf que entre le haut de la falaise et la mer, il y a un arbre, et la voiture tombe dans l'arbre. Et la voiture reste bloquée sur cet arbre, à quelques dizaines de mètres au-dessus de la mer, et comme ça, ils sont là, dans cette décapotable, dans cette voiture. Parce que De Funès a fait un choix, en lisant le scénario, dont il ne comprenait peut-être pas les conséquences. C'est-à-dire que la voiture est sur l'arbre. Donc la voiture, si on bouge trop fort, la voiture risque de tomber. Donc De Funès va se contraindre pendant tout un film à ne pas gesticuler, à ne pas sauter, à ne pas trépigner, à ne pas courir, à ne pas bondir, à ne pas... De Funès va en quelque sorte, excusez-moi l'expression, va un peu émasculer le comique de Funès. C'est un film qui coûte une fortune, parce qu'il y a effectivement une falaise, qui est la falaise de Cassis, la plus haute falaise d'Europe. Il y a effectivement un arbre artificiel qu'on plante dans la falaise, on pose une voiture dessus, on fait descendre des cascadeurs, ça coûte des fortunes et des fortunes, on reconstruit la falaise et l'arbre et la voiture en studio pour tourner pendant des semaines en studio, avec toutes sortes d'effets spéciaux, etc. Ça coûte quelque chose de monstrueux, mais ça continuera à gagner de l'argent, même si le film est un échec. Comment va-t-il vivre mai 68 ? Mai 68 est pour De Funès une vraie épreuve, mais pour des millions de Français, c'est une vraie épreuve. Simplement, lui, il a un film à tourner, c'est un gendarme, c'est à Saint-Tropez, et le film se met en grève. Et pour un artisan comme les De Funès, c'est d'une obscénité absolue. Alors, il est comme beaucoup de Français, il a une sainte frousse. Il a vraiment très peur. Il a vraiment très peur que le grand soir arrive demain matin. Il prend au premier degré toutes les déclarations qu'on entend à l'époque, qu'on va abattre le vieux monde, qu'on va crever les bourgeois. Voilà, il ne se sent pas tout à fait à l'aise sur ses fémurs, comme dit Georges Brassens. Et effectivement, il sera parmi ces millions de Français qui, aux élections du début de l'été 1968, vont faire une chambre introuvable à l'UDR et aux gaullistes. Il faisait entendre toujours une autorité impossible. Alors moi, je me suis amusé plutôt à faire une analyse discutable, mais qu'on pourrait presque dire sociologique. De Funès, c'est juste avant 68. Donc c'est c'est la mort du gaullisme, c'est la mort du grand chef, et c'est un petit peu une certaine espèce d'émancipation qui se met en place, qui part dans tous les sens. Enfin, ça, on voit très bien qu'il y a un petit côté, il y a un rapport à 68, et tous ces rôles, c'est des rôles de petits chefs qui n'arrivent plus à gouverner. Mais ce qui est intéressant avec De Funès, je pense qu'on aurait du mal à trouver des rôles où De Funès, justement, est un chef qui s'affirme comme chef. Ça ne marche jamais. Et comme père, et comme chef, et comme banquier, et comme... Il est toujours... C'est un comique. Il est toujours confronté à des couacs. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui l'énerve, c'est que ça ne marche pas. Et quelle conclusion il voudrait avoir le pouvoir et il ne l'a pas. Je vais vous dire, je pensais, avant de vous voir, qu'est-ce que c'est que ce personnage qui veut le pouvoir et qui ne peut pas l'occuper ? Le meilleur film comique qu'on a eu, comique difficile, l'an dernier, le titre m'échappe, vous m'excuserez, c'est le film de Nanni Moretti, qui est un film remarquable, qui montre l'incapacité de trouver un pape qui a envie d'occuper le pouvoir. Parce que c'est devenu trop difficile. Parce que d'ailleurs, on voit très bien qu'occuper le pouvoir aujourd'hui, c'est pas facile. Même en France. Et je trouvais ça intéressant par rapport à cette crise du pouvoir un peu vacant aujourd'hui, la difficulté d'occuper le pouvoir. Et même quand il fait l'homme orchestre, même quand c'est le grand restaurant, il est sur la défensive. Mais toujours, il a toujours le mauvais rôle parce qu'il y en a toujours d'autres qui sont un petit peu les gagnants de cette perte d'autorité. Jamais lui. Donc il a un rôle qui n'est jamais le rôle de l'anarchiste. Ce qu'il n'était pas à titre personnel, mais ce n'est pas le problème. C'est quand même un comique de papa.
si vous voulez, de Funès. Et je pense que la jeunesse, malgré cet esprit d'enfance, d'ailleurs l'enfance et la jeunesse, c'est pas tout à fait pareil. Et malgré cet esprit d'enfance, de Funès n'était pas aimé des jeunes pour une raison simple, c'est il était associé à une France ringarde, un petit peu ringarde, que les jeunes ne voulaient pas voir. C'était l'idole de parents. Et comme De Funès s'est trouvé un petit peu associé à ça, et le comique de Funès s'adresse aux adultes, toute la société leur répugnait, toute l'organisation de la société leur répugnait. Et Funès faisait partie de la société. Quand on se prétend une conscience de gauche, on n'aime pas De Funès. Moi, j'ai un souvenir de lycéen, d'un professeur d'économie, c'était l'année scolaire 1978-79, qui, dans un cours, avait parlé des films pétainistes de Louis De Funès. Alors, De Funès, c'était du cinéma pétainiste. Vus comme étant pétainistes, ces films. Qu'est-ce qu'ils ont de pétainistes? On a même dit intrinsèquement collabo à propos des films de Louis De Funès. Pourquoi? Parce que De Funès, je pense, n'est pas un cinéaste qui s'en prend à l'ordre social. Il s'en prend à l'ordre moral. De Funès n'aime pas les riches et les puissants parce qu'ils sont riches et qu'ils sont puissants. Et en cela, il dit à peu près la même chose que le Christ, puisqu'il est catholique. Mamé, ça y est, ils sont tous prêts. Oui. Silence! Rabbi Jacob, elle va danser! Rabbi Jacob sait très bien danser. Philippe Gimplovitch, vous êtes musicologue, vous avez été amené à travailler sur un film de Louis de Funès. Dans quelles circonstances? Eh bien, c'était les aventures de Rabbi Jacob. Je faisais partie d'une troupe qui faisait du folklore israélien, comme à l'époque. Voilà. Et je dirigeais l'orchestre pendant un moment, et 72 à peu près, à dire 72. Et un jour, à une répétition, alors on était prévenus naturellement, sont arrivés Gérard Houry, Michel Morgan et Louis de Funès. Donc c'était après la Grande Vadrouille, c'était après le Cornio. Donc ça voulait tout de même dire beaucoup de choses de Funès et Gérard Houry. J'ai un vague souvenir de ces trois personnes arrivant, la répétition et le gentil sourire de Gérard Houry, la réserve de Louis de Funès. La réserve, je crois que tout le monde parlait de ça, mais c'est effectivement ce que j'ai retenu, quoi. C'est quelqu'un dont on attendait des grimaces et qui se retenait vraiment qui refusait la grimace, hein, voilà, qui disait je vais pas vous en servir comme ça, quoi, voilà. Et alors qu'est-ce qu'on vous demande de faire donc pour Rabbi Jacob? Il y avait toute une suite qu'on appelait une suite racidique, qui était très longue, dont j'ai écrit les prologues. Voilà, et il n'a été retenu que la scène de la danse. Le tournage a eu lieu à Saint-Denis, qui était une ville avec une forte proportion d'immigrés, comme on disait à l'époque. C'est à Saint-Denis qu'a été reconstituée la rue des Rosiers. Donc il y avait beaucoup de monde, il y avait des figurants. Je ne me souviens plus très bien si c'était 72 ou 73. Le tournage, enfin ça tournait autour de la guerre de Kippour. Hein. Stéphane Goudet, Les aventures de Rabbi Jacob, est-ce que c'est un film engagé de Funès? Alors je sais quand même pas si on peut aller jusque-là. Voilà. En revanche, qu'il y ait un sous-texte évident, qui est une mise en scène très explicite dans le déroulement du scénario, de l'antisémitisme, de la question du racisme, de la possibilité pour un bourgeois, un patron d'avoir un chauffeur juif et de le réaliser tout à coup pour tendre en fin de parcours par le mariage avec un arabe. Enfin, il y a véritablement une prise en compte de cette question de l'ouverture aux autres et la discrimination. Voilà. Donc oui, c'est engagé si on veut. Enfin, on pourrait presque dire ça. Après, je ne suis pas sûr qu'on puisse en faire un film étendard sur une opinion politique. Mais en tout cas, lui a quand même voulu, avec ses scénaristes et réalisateurs, affirmer un point de vue qui s'inscrit dans une espèce de grande dénonciation générale, pour le coup aussi des valeurs conservatrices de son milieu et des gens qu'il fréquentait. Raciste, Salomon, raciste. Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu palo, tu trouvez pas?
avec ce petit bouton. Et son cheveu sur la langue. Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il n'est pas juif. Ah si. Mais pas de votre famille. Si. Tout ça fait rien, je vous garde quand même. Pour Rabbi Jacob, il faut se rappeler qu'il a été fait à une époque où il y avait ce qu'on appelle un antisémitisme résiduel. Enfin, ce qui est devenu maintenant un racisme plutôt anti-islam était à l'époque, même dans le peuple, il y avait un reste d'antisémitisme et il a assez superbement, par le comique, il a assez superbement, c'est même pas tellement culpabilisé les gens qui l'étaient, mais c'est mis en avant ce thème qu'il était très difficile, ce lièvre qu'il était très difficile de soulever autrement et qui faisait l'objet de discussions chez les philosophes, chez les sartriens, et même dans la nation, la partie supérieure culturellement de la nation, mais qui est devenu, enfin ça a à la fois fait prendre conscience aux gens de l'existence de l'antisémitisme et du caractère inacceptable de l'antisémitisme, mais c'est vraiment bouffon. On n'oserait plus le faire aujourd'hui. Les Juifs s'y opposeraient, je le crains. Parce que on rit un petit peu de la religion, on rit un petit peu, enfin pas de la religion, mais on rit des rites. On peut faire des films drôles avec des prêtres, avec d'ailleurs les premiers films de Funès ne s'en privent pas. Et les branquignoles dont je vous parlais, le truc comme ça, il y a toujours des curés ridiculisés ou des moines emportés par la corde de la cloche. Ça correspond à peu près à ce qu'a fait Funès avec son rabbin. De Funès, très déférent aussi, dans un monde qu'il ne connaissait pas. Bon, voilà. Et on l'a emmené dans une synagogue, voir comment ça se passait, quoi, pour qu'il s'habitue. Et dans une de ces synagogues, un monsieur s'est approché de lui et le regarde de près. Donc il est arrivé, il avait un chapeau, évidemment. Il lui dit, sans doute avec un accent yiddish, j'ai tout de même l'impression de vous avoir... Je vous connais. Et de Funès, écoutez, je ne sais pas. L'autre le regarde encore attentivement pour dire « Ah bon, j'ai dû vous rencontrer dans une autre synagogue. » Enfin, aujourd'hui, je regarde d'extrêmement... de gentil, quoi. Voilà, vous voyez, de profondément gentil et de... quelque chose qui fait espérer, quoi. Vous êtes quelqu'un d'inquiet, Louis de Funès? Toujours éperdument et inquiet, tout le temps inquiet. J'ai l'inquiétude. Moi, je devrais m'appeler Monsieur Inquiétude. L'inquiétude de tout. Une mouche qui passe de travers, je me demande pourquoi elle est passée de travers. Oh, c'est épouvantable. Je trimballe ça et c'est pas agréable pour les miens, parce qu'étant inquiet, je suis pas de mauvaise humeur, mais je suis tout le temps instable comme caractère. Je n'ai pas un très bon caractère. Je suis pas le comique. Oh non, je suis pas le bout en train à la maison, pas du tout. Oh, pas du tout. Et ça en devient comique, c'est une manière de comique. J'en ris moi-même. Vous vous rendez compte alors? Et je peux, oui, mais allez donc savoir. C'est exactement comme si on m'avait mis par exemple la peau noire, comme si j'avais la peau noire ou la peau jaune, ou si j'avais un costume qui ne m'aille pas. Enfin, je pourrais encore en changer de costume. Mais quand on a une malformation, je ne sais pas, ne pas pouvoir en changer, c'est très... J'ai un caractère maintenant, je ne crois pas que je puisse le changer. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais maintenant, je ne crois pas, j'ai un caractère qui n'est pas épatant. Pour les miens qui n'est pas drôle. Et pourquoi, mon Dieu? Parce que j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des enfants charmants, une femme charmante, j'ai un appartement charmant, je gagne bien ma vie, je fais le métier qui me... Non, je suis inquiet. Et c'est pas dû à ça, j'étais inquiet avant, je trimballe ça. Vous ne croyez pas qu'après un an de repos, ça ira peut-être mieux? Ah, peut-être, c'est possible. C'est la seule médication, je crois. Une fois, j'ai eu le courage, parce qu'il faut du courage quand on est actif, de rester un jour entier au lit. C'est-à-dire, je me suis réveillé le dimanche matin, je ne me suis pas levé. Ça me fait rire parce que ça me rappelle les gens qui disent que il s'est couché puis il s'est plus relevé. Non, c'est une association. Il s'est plus relevé. Et non, je ne me suis pas levé. Oh, il y a un matin, ça sera comme ça, bien sûr. Mais ça, c'est mon côté espagnol qui revient. Mais je suis resté au lit. Voilà, c'est le vrai terme. Je suis resté au lit.
Je me suis levé pour déjeuner et je me suis recollé dans le lit. J'étais en forme, mais pendant 15 jours ou 3 semaines. Et c'est là où on voit le peu de confiance en lui-même qu'a Louis de Funès à la fin de sa carrière, qui a encore besoin de voir qu'on rit de ses blagues et de le voir vraiment, sinon il perd tous ses moyens, c'est fascinant. C'est à la fois fascinant et c'est terrifiant. Et ça tient aux comiques. C'est-à-dire que les acteurs comiques ont une rétribution immédiate. Et De Funès vit des affres terrifiantes parce qu'il va voir ses films dans les salles avec les vrais gens, avec le vrai public. Il se glisse à l'arrière de la salle, au dernier rang, près de la porte. Il y a une ouvreuse qui est prévenue, le directeur du cinéma est prévenu, mais il ne faut surtout pas que le directeur du cinéma lui dise « Ouh là là, malheureux !» Et il y a comme ça quelques cinémas dans Paris où il va voir ses films. Alors, ses proches, sa famille, son producteur, ils sont allés avant reconnaître les lieux, on a chronométré le trajet, et donc la voiture s'arrête au bord du trottoir. Quand la séance est déjà commencée, De Funès rentre, il a un énorme cache-colle, même si c'est au mois d'août, un énorme cache-colle, une casquette, il se cache un peu, il arrive, il rentre dans la salle au dernier moment, et puis dès que le générique commence, le générique de fin commence, hop, il sort pour ne pas être vu. Et il voit tous ces films comme ça, et il les voit même plusieurs fois pour voir où les gens rient, pourquoi ils rient, comment ils rient, à quel moment ils rient. Est-ce que c'est des vieux, est-ce que c'est des jeunes, est-ce que c'est des femmes, qui est-ce qui rit? Et il analyse comme ça son travail, avec une angoisse et une conscience professionnelle, disons-le, si on veut dire ça noblement, mais c'est surtout une angoisse terrifiante, et il le reconnaîtra, il le dira, et chacun le sait, c'est l'angoisse qui le tue. Dans Oscar, ce qui m'avait aussi beaucoup frappé, c'est que... Valère Novarina. Il en donnait au public pour plus que son argent. C'est-à-dire que j'ai une espèce de petite théorie personnelle que je n'ai pas encore trop exposée jusqu'ici, qui est apparue à ce moment-là, c'est que son public, c'était des dames envisonnées ou des gens qui avaient mangé de la choucroute avant d'aller au théâtre. Dans le fond, ils n'en demandaient pas tant. Ils venaient voir Louis de Funès, et voilà, Louis de Funès en a fait un peu moins, il aurait fait ça un peu à l'économie, ils auraient été contents. Mais lui, il y avait une sorte de sacrifice d'aller au-delà de la demande. Et pourquoi? Par générosité ou pour autre chose? Peut-être l'offrande du corps humain. C'est de cette observation d'Oscar et d'autres pièces que j'avais vues, La valse des Théodore, qui est devenue... Et puis ensuite, j'ai vu ça chez d'autres acteurs. Cette idée que le théâtre comme lieu d'offrande, offrande du corps démonté et remonté, et offrande de la parole, offrande d'une sorte de danse parlée offerte à ceux qui sont là. Est-ce que vous avez élevé dans l'esprit de la religion catholique, je crois? Oui, bien sûr. Oui. Et vous dites vous-même une chose très, très belle. Enfin, vous êtes catholique, vous êtes pratiquant. Et puis, vous dites que vous croyez parce que vous avez eu des preuves. Oui, j'ai eu des preuves. Mais je ne vais pas les raconter ici. Mais j'ai eu des preuves. Vous pouvez tout raconter ici? Oui, j'ai eu des preuves. J'ai eu des gros chagrins ou des choses... Enfin, vous savez, pendant l'occupation, pendant la guerre, des choses comme ça. Oui. Et j'ai prié. Et je me rappelle, j'avais prié aussi, mais je crois aussi en une autre chose. Je crois que ceux qui nous ont quittés sont à côté de nous. Comme ça, ils viennent. Ouais. Vous les appelez, ils viennent. Ouais. Comment peuvent-ils agir? Ils agissent. Et plusieurs fois, dans des 2, 3, 4 fois, dans des choses très graves, j'ai imploré, parce que il le fallait. Mais 10 minutes, 5 minutes après, c'était parti. Donc, c'était parti, je ne m'en foutais pas, mais je ne souffrais plus. De Funès commence à se ménager quand il joue au théâtre la valse des Toréadors, 73-74. C'est une dépense d'énergie absolument phénoménale. C'est une pièce d'Anouilh. Il a carrément rallongé de 45 minutes ou 1 heure la pièce, tellement il improvise. Il y a un moment, il doit prendre des sabres qui sont pendus au mur, et à ce moment-là, dans la pièce, il y a 2 machinistes qui se pendent de l'autre côté du décor pour tenir le décor, parce que De Funès arrache les sabres si violemment qu'au répétition, il a fait tomber le décor. C'est un décor qui pèse 300 kilos quand même. Hein. Donc, De Funès, c'est un monstre. Et un jour, il a très mal dans le bras, et puis il a mal dans la poitrine, et puis le cœur ne s'arrête plus, et puis il est très mal, et le médecin vient et lui dit, écoutez, vous arrêtez.
et il s'arrête pendant une quinzaine de jours. Alors là, ça va le soulager, en fait, très étrangement. Alors, il va se dire, ah bah c'est fini, enfin la retraite. Il finit la valse des toréadors, il décide de ne pas accepter de tournage, parce que De Funès tourne à peu près en permanence, il prend jamais plus d'un mois ou un mois et demi de vacances. Il décide d'attendre plusieurs mois avant de tourner Le Crocodile, qui est un énorme projet, un gigantesque projet avec Gérard Houry, qui serait à l'époque le plus grand budget de l'histoire du cinéma français. Et là, pendant la préparation du film, le film n'est pas encore commencé, il a un infarctus. Et là, sur son brancard, il se dit, voilà, les emmerdements sont finis. Et De Funès le dira dans plusieurs interviews, il ne le dira pas qu'une seule fois. C'est le seul moment de sérénité de Louis De Funès depuis qu'il est rentré dans la carrière du cinéma. C'est-à-dire que, soudain, il se rend compte que le cinéma n'a plus d'importance et tout va bien. Et ça va changer quand même la vision de Louis de Funès sur le cinéma, ça va changer sa carrière, ça va changer son rapport lui-même à son jeu, ça va même changer son jeu. C'est-à-dire que De Funès, à partir de là, et le film suivant c'est L'aile ou la cuisse, De Funès va jouer sur un rythme un petit peu moins frénétique, un petit peu moins cinglé, va progressivement essayer d'apporter des petites nuances d'émotion ou de gravité dans son jeu. C'est un peu trop tard commercialement, c'est un peu trop tard artistiquement, c'est un peu trop tard à beaucoup de points de vue, mais c'est vrai que l'infarctus de Funès en 1975, c'est la fin d'une certaine carrière de Louis de Funès. Il y a d'autres films après, mais c'est la fin d'un certain âge d'or, c'est évident, même si commercialement, et ça on l'oublie, les derniers films de Louis de Funès, qui sont loin d'être des chefs-d'œuvre, disons-le tout net, sont quand même des succès commerciaux absolument gigantesques. C'était Une vie, une œuvre, Louis de Funès, 1914-1983, avec Bertrand Dical, auteur d'une biographie de Louis de Funès, Alain Rioux du Nouvel Observateur, Olivier Mongin de la revue Esprit, Valère Novarina, acteur et auteur de Pour Louis de Funès, Stéphane Goudet, critique de cinéma, et Philippe Gimplovitz, musicien et musicologue. Si vous aviez pu poser une question à Louis de Funès, qu'est-ce que vous auriez voulu lui demander ? Qui m'explique un petit peu, peut-être, mais après tout, c'était bien qu'il ne puisse pas le faire non plus, une petite phrase mystérieuse de lui que j'avais découpée, je crois, dans François. Petite phrase d'un paragraphe et que j'ai portée dans mon portefeuille pendant très longtemps. Et cette petite phrase, je la montrais autour de moi, comme ça je disais, de qui est cette phrase sur le théâtre ? Alors on disait, ça, c'est d'Alain Cuny. Non, ça doit être d'Artaud. Non, c'est Nietzsche. Eh bien, non, c'est Louis de Funès. Il y avait une phrase tout à fait extraordinaire. Et après, donc je ne l'ai pas rencontré, je n'ai pas pu parler avec lui, mais dans le fond, après sa mort, je l'ai un peu fait parler à ma façon, c'est-à-dire, dans les Pour Louis de Funès que j'ai écrit après sa mort, il est devenu un peu mon Zarathustra, c'est un peu Also Sprach Louis de Funès. Des choses que je ne pouvais pas dire moi, je les faisais dire par Louis de Funès. C'était quelqu'un, une sorte de vin comme ça qui passait dans les pages. Il avait des intuitions. Vous vous souvenez de cette phrase ? Je sais pas, que le public était comparé à une hydre. Une hydre à 1000 têtes, un animal extrêmement qu'il fallait dompter, qui pouvait être très inquiétant, très maléfique, qu'il fallait charmer et non pas terrasser, adoucir et non pas forcer. Enfin, c'est un truc quelque chose d'un rapport très violent et très fin, enfin très fort et très fin avec le public. Mais je l'ai jamais retrouvé, donc j'ai peut-être essayé de la reconstituer ou de marcher sur cette trace. Et à la prise de son, il y avait Benjamin Chauvin et Frédéric Quéroux. Au mixage, Pierrick Charles, Alina Marine Decamp. Attachée de production, Laurence Gennepas, une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Pascal Raillet.
La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, une autre icône populaire, mais cette fois-ci dans le Music Hall, nous parlerons de Joséphine Baker. N'oubliez pas les podcasts ainsi que notre page sur un réseau social bien connu pour rester en contact avec nous. Dans un instant, la suite de notre thématique Mauvais genre sur France Culture avec un carnet d'or spécial animé comme chaque semaine par Augustin Trapenard. Très bonne fin d'après-midi à toutes et à tous.